Donc, bonjour mesdames, soyez les bienvenues. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter assez rapidement. Mon nom est Inès Hachsecheli. Je suis Senior Manager à Deloitte Conseil Tunisie dans la practice secteur public. Et en ce moment, je travaille sur pas mal de projets de développement financés par des bailleurs de fonds étrangers. Donc, cette session, c'est la dernière session d'une longue série de webinaires organisés dans le cadre du Women in Africa Leadership au féminin. Mise en place, ce webinaire, il est mis en place par Deloitte en collaboration avec Women in Africa. Cette session porte sur la prise de décision. Donc, aujourd'hui, je ne serai pas la seule à co-animer ce webinaire. Je serai également accompagnée par Oumaima, qui est à mes côtés, et par Eya, à qui je vais donner la parole dans quelques secondes pour se présenter. Donc, avant d'entamer la thématique, je vais… Bon, le slide n'avance pas. Oups. Voilà, donc je tiens à préciser au tout début de cette session quelques modalités de fonctionnement de notre webinaire. Donc, en fait, il s'agit principalement d'un échange interactif entre les formatrices, moi, Oumaima et Eya, et vous, nos chères participantes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce séminaire. Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont les bienvenues et méritent d'avoir une réponse. N'hésitez pas également à partager vos expériences, à demander des conseils par rapport à des difficultés que vous avez pu rencontrer dans le passé en tant que femme, en tant que responsable d'entreprise, en tant que décideur, en tant que manager. Ce webinaire est également le vôtre, donc c'est une occasion pour vous d'apprendre, d'échanger, de transmettre vos connaissances. Et nous aimerions que vous mettez en mute si c'est possible vos téléphones, vos écrans pour éviter toute perturbation sonore. Donc voilà, donc je cède la parole à Eya puis à Oumaima qui vont se présenter avant de commencer la présentation. Bonjour à toutes, donc Eya Chamiz, je suis manager chez Deloitte depuis un peu plus de 2 ans. J'interviens sur la gestion de projets en relation avec l'entrepreneuriat et l'innovation. Très ravie de faire partie de ce webinaire pour parler d'un sujet qui est assez important, qui est la prise de décision. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à interagir avec nous durant toute la session. Merci. Bonjour à toutes, je me présente, Oumaima Gueye, consultante senior chez Deloitte. Je fais partie de la practice secteur public et je travaille plus précisément sur les projets de développement par les bailleurs de fonds. Je suis très ravie de faire partie de ce webinaire et voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de cette session. Merci. Donc voilà, sachez qu'aujourd'hui, notre session va s'articuler autour de 3 parties. Une première partie où nous allons tout de suite vous solliciter à nous donner votre façon de définir la décision. Qu'est-ce qu'une décision pour vous? C'est quoi une décision? Est-ce qu'il y a des typologies propres? Est-ce que les décisions sont motivées par des objectifs? Lesquels? Sont-elles associées à des limites? Donc, dans une deuxième partie, nous allons essayer de décortiquer avec vous les différentes étapes clés de ce qu'on appelle le processus de prise de décision. Vous allez voir que lorsqu'on va vous avancer dans la présentation, généralement, la décision est souvent associée à un processus. Qui dit processus dit succession d'étapes. Donc, on va essayer de les voir ensemble. Nous allons également vous proposer des outils de prise de décision, des méthodes pour vous faciliter cette tâche que vous allez voir et que vous avez certainement vécue, qui n'est pas si évidente que ça.
Dans la troisième partie, nous serons ravis de partager avec vous vos expériences en tant que femmes dirigeantes appelées à décider dans différents contextes, également en tant que femmes tout court. Hein. Donc, on sera vraiment ravis d'avoir vos retours là-dessus. Donc, voilà, on attaque la première partie. Et tout de suite, je vous invite à essayer de vous exprimer via le chat, de nous dire pour vous qu'est-ce qu'une décision. Avez-vous une définition précise ou est-ce que c'est un concept flou pour vous? Dans quel contexte êtes-vous amené à prendre des décisions, etc. Donc, vraiment, on vous laisse quelques minutes pour avoir vos retours quant à ce que c'est une décision pour vous. Donc, mesdames, allez-y, à vos claviers. Qu'est-ce qu'une décision pour vous? N'hésitez pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou mauvaise définition. Donc, chacun a dû vivre une situation où il a été amené à prendre une décision. Comment vous l'avez vu? Comment vous l'avez connu? En une phrase, hein, ce n'est pas compliqué, quelques mots ou juste quelques verbatims. Qu'est-ce qu'une décision? Oui, alors donc, on commence à avoir quelques réponses. Oui, exactement. Maliem trouve qu'une décision, c'est faire un choix. Oui, certes. Une décision, c'est également une action de délibération, c'est-à-dire après une longue période de réflexion sur un sujet. Qui dit délibération dit concertation. On délibère autour d'une table avec des collaborateurs. Donc déjà, Sarah est dans une optique participative où elle est pour une concertation avant de prendre une décision. Il y a également la définition suivante. Une décision est un choix que l'on fait face à une situation donnée. Donc, déjà là, une décision n'a de sens que par rapport à une situation, un problème, un contexte particulier. Donc, si le contexte change, donc forcément, cette décision sera amenée à changer également. Donc, on voit très bien que la notion de choix, donc c'est un arbitrage à faire, c'est une décision, on doit trancher, on doit choisir. Généralement, qui dit choix dit aussi différentes options qui s'offrent à nous. Et j'aime bien le mot le plus adéquat possible au vu du contexte des paramètres donnés. Donc là, encore une fois, on fait référence à un contexte précis, un cadre dans lequel une décision s'impose. Donc, pour chaque cadre, pour chaque contexte, il y a des paramètres, il y a des données. Nous allons voir tout à l'heure que parmi ces données, certaines sont sous notre contrôle, mais d'autres données ou d'autres paramètres, malheureusement, échappent à notre contrôle en tant que décideur. Donc, vraiment, bravo pour toutes ces interventions. Vous avez pointé pas mal de points que nous allons traiter ensemble dans quelques instants. Donc, je propose d'avancer et de vous faire un petit retour sur cette partie-là. Donc, ici, vous allez avoir sous les yeux quelques définitions que nous avons retracées au niveau de la littérature. Donc, décider n'est que rarement résoudre un problème. Donc, la notion de problème ici revient. C'est aussi un processus de décision. Vous allez voir qu'une décision, c'est une résultante d'une succession de pas mal d'étapes. Donc, on parle de processus. Qui dit processus dit aussi qu'on va s'étaler un peu sur une période de temps pour pouvoir, vous allez voir, chercher l'information, évaluer les alternatives et choisir l'option qui va nous sembler la plus appropriée, la plus adéquate au contexte
dans lequel nous sommes appelés à prendre une décision. Voilà, vraiment, bravo à toutes. Vous avez vraiment pointé l'ensemble des points, des mots-clés, des thématiques qui doivent être traitées lorsqu'on est dans un contexte de prise de décision. Nous vous proposons une dernière définition. Prendre une décision, c'est un acte volontaire de faire un choix entre plusieurs alternatives. Donc déjà, on doit trancher entre plusieurs options, plusieurs solutions qui s'offrent à nous, et c'est une décision délibérée. Sachez que nous, en tant que femmes, en tant que décideurs, en tant que responsables, nous sommes appelés à prendre des décisions, et c'est parfois très intéressant de constater que selon une étude, nous sommes amenés à prendre environ plus de 35 décisions chaque jour. Vous allez voir que ces décisions vont intervenir à différents niveaux, mais aussi vont être reliées à différents contextes. Donc, en fait, nous sommes appelés à prendre des décisions associées à des contextes différents. Le premier, c'est un contexte personnel, donc dans le cadre de vos familles, par rapport à vos parents, vos enfants, également sur le volet sentimental. Vous êtes également amené à prendre des décisions en tant que consommatrice, donc lors d'un achat d'un jean, lors d'un achat d'un ordinateur, d'une maison, c'est tous des occasions-là qui nous font exposer au contexte de prise de décision. Nous sommes également amenés à prendre des décisions dans un contexte professionnel. Et là, je rejoins une idée qui a été proposée par une des participantes, à savoir que dans un contexte professionnel, il y a des paramètres qu'on peut contrôler, qui sont sous le contrôle du responsable d'entreprise, mais on a d'autres qui échappent à notre contrôle. Parmi les paramètres que le gestionnaire peut contrôler, c'est par exemple de décider de recruter une nouvelle ressource, décider de diversifier sa cible, s'internationaliser, attaquer le segment des femmes, des enfants en plus de celui des hommes. Donc là, c'est vraiment des décisions délibérées et pour lesquelles le responsable il a un minimum de contrôle sur ces paramètres-là. Nous sommes également appelés à prendre des décisions, mais dans des contextes que nous ne maîtrisons pas tant que ça. Et il n'y a pas mieux que l'exemple de la pandémie du Covid que nous vivons en ce moment partout dans le monde et qui fait que voilà, on a été amené à prendre des décisions dans des contextes qui nous échappent complètement, avec de nouveaux paramètres, des fermetures des frontières, la chute du prix du baril, donc le respect des règles sanitaires, leur mise en place rapide. Donc vous voyez très bien que les contextes dans lesquels nous sommes, nous, femmes dirigeantes appelées à évoluer, sont très instables et très changeants. Donc, toutes ces décisions, qu'elles soient ramenées à un contexte personnel ou à un contexte professionnel, sont motivées par l'atteinte de certains objectifs. Donc, on voit très bien qu'on peut être amené à prendre une décision pour s'accomplir, être épanoui tant personnellement que professionnellement parlant. Nous pouvons également être amenés à prendre une décision pour résoudre un problème, pointer une solution et faire face à un problème donné. Ça peut être aussi des décisions pour vraiment nous offrir des produits, des services, se permettre un voyage, acheter une machine, agrandir l'usine. Donc, c'est tous des exemples qui nous pointe un peu le nombre élevé des décisions qu'on est amené à prendre. Ces décisions, ces types de décisions, vous allez voir qu'elles peuvent être classées de simples à très compliquées. Et quand on est dans un contexte général, ça part de la décision de savoir quoi porter le matin, quoi déjeuner à midi et où aller dîner ce soir, quel film regarder en fin de soirée, à des problèmes avec une plus grande complexité, c'est-à-dire qui pourraient être en relation avec nos choix de carrière, nos orientations sentimentales, décider d'aller vivre dans un pays étranger, s'installer au bout du monde. Donc là, c'est toutes des questions
relatives à des décisions différentes qui partent de simples, basiques, à la limite automatiques, systématiques, à des décisions qui sont plus complexes et qui méritent qu'on prenne le temps, qu'on cherche de l'information pour être sûr de prendre la bonne décision. Tout à l'heure, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une bonne décision et comment augmenter nos chances de répondre à une décision, un contexte ou un problème de la meilleure façon possible. Là, je vois qu'il y a des échanges de votre part. Donc, nous sommes appelés à… Ok, merci. Ah, donc, Eya s'est chargé. Merci, Eya, tu t'es chargé au fur et à mesure de répondre à certains de nos commentaires, de vos commentaires, pardon. Donc, voilà, j'avance. Donc, en plus d'un contexte général, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, dans votre lieu de travail, on est toutes amenées à prendre différents types de décisions. Il y a une classification très connue dans le domaine managérial et qui catégorise les décisions en 3 grandes familles, des décisions stratégiques versus des décisions administratives, tactiques, et en dernier lieu, des décisions opérationnelles. Et on vous propose dans ce tableau un peu des caractéristiques propres à chacune de ces familles-là. Donc, généralement, les décisions stratégiques touchent le long terme. Il y a un niveau d'incertitude rattaché à l'information utilisée qui est très élevé, par opposition à un niveau d'incertitude très faible lorsqu'il s'agit de décisions opérationnelles. Le degré de réversibilité de ces décisions, il est quasi nul lorsqu'il s'agit de décisions stratégiques, il est très élevé donc lorsqu'il s'agit de décisions opérationnelles. Généralement, les décisions stratégiques, elles sont prises à niveau du top management de l'entreprise, à la direction générale et certains directeurs de l'entreprise. Les décisions administratives sont au niveau middle management, c'est-à-dire ça peut concerner les directeurs, les sous-directeurs de l'entreprise et généralement les décisions opérationnelles, c'est des décisions décentralisées au niveau des services et au niveau des opérateurs. Un exemple de décision stratégique serait qu'une entreprise décide de s'internationaliser, d'attaquer un marché étranger avec une culture différente, des besoins différents. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une décision qui pourra se concrétiser très rapidement. Donc là, on parle du long terme, dans quelques mois, dans une année. Donc, ça nécessite une réflexion très poussée. Il y a un risque très important aussi associé à de telles décisions, par opposition à une décision, par exemple, une décision opérationnelle basique serait de caler dans notre calendrier une date de réunion pour discuter d'une thématique au niveau d'une direction donnée de notre direction. Donc, vraiment, à travers ce tableau, on a essayé de vous donner une photo un peu des 3 grandes familles auxquelles on est confronté de décisions dans le cadre de notre activité professionnelle. C'est sûr que dans le cadre de toute décision, un responsable est amené à relever des défis, faire face à des challenges. Et donc, c'est juste pour vous montrer ici un peu les variables qui vont rendre plus complexe notre prise de décision auxquelles on doit faire face. C'est des défis, des challenges du quotidien de tout responsable amené à prendre des décisions. Donc, vous voyez très bien que les prises de décision vont être étroitement corrélées aux objectifs des décideurs et des valeurs qu'ils véhiculent au sein de leurs entreprises. Donc, nous pouvons ici faire le lien entre le style managérial des décideurs et aussi la nature et le process de prise de décision. Donc, on pourra ici, par exemple, vous parler d'un mode directif, d'un dirigeant qui, lui, ici, ne va pas consulter ses collaborateurs et décidera tout seul
pour l'option qui va juger la meilleure à la situation rencontrée. Donc, par opposition à un mode relationnel où le décideur demandera l'avis de ses collaborateurs, même si au final, c'est à lui de prendre la décision. Nous avons également un troisième mode de management, à savoir le style démocratique, participatif, où ici, les collaborateurs seront invités à chercher par eux-mêmes une solution, mais là également aussi, le décideur, c'est lui qui décide, mais après avoir balayé l'ensemble des propositions qui lui ont été faites. Et le dernier mode, le plus cool, le plus participatif, serait de déléguer, carrément responsabiliser nos collaborateurs et leur donner l'occasion de prendre par eux-mêmes des décisions. Donc, également, je ne vous apprends rien si je vous dis que les décisions ne sont pas toutes de la même importance. Il y a des décisions très complexes, très importantes, qui vont avoir un impact assez conséquent sur l'orientation de notre entreprise par opposition à des décisions moins importantes. Donc, à tout moment, le responsable est amené à faire des choix, à prioriser ses décisions, peut-être à attaquer des décisions qui n'attendent pas, dont l'enjeu est crucial, et laisser dans un deuxième temps des décisions moins importantes. Nous sommes également amenés à prendre des décisions rapidement. Dans un monde idéal, serait de disposer d'assez de temps pour chercher l'information, comparer les alternatives avant de trancher, mais vous l'avez certainement tous connu, on est toutes appelées à prendre des décisions parfois rapidement, parce que le temps c'est précieux, le temps c'est de l'argent, et donc traîner peut avoir des conséquences très négatives. Également, la décision, vous allez voir, est de plus en plus complexe lorsqu'il s'agit de décisions qui est rattachée à un risque élevé. Je vous donne un exemple basique. Lorsque vous êtes amené à acheter un jean, par exemple. Donc, un jean, ce n'est pas compliqué. Bon, même si on passe à côté de cet achat, l'enjeu financier, le risque financier associé à cet achat n'est pas très élevé. Par contre, lorsqu'on décide d'acheter une maison, c'est sûr que la somme qu'on va consacrer à l'achat est assez importante, et c'est ce qui fait que le risque associé à cet achat-là est très important, et donc du coup, là, on sera amené vraiment à faire le tour de toutes les options qui s'offrent à nous, s'assurer du bon voisinage, être sûr que la maison est située dans un bon quartier, accessible aux moyens de transport en commun, bref, parce que c'est un projet de vie, acheter une maison, et donc forcément, les risques associés à un tel achat seront assez importants. Prendre une décision, certes, c'est bien, mais aussi, il faut s'assurer qu'on dispose de moyens humains, mais également financiers, pour déployer cette décision. Donc oui, on décide de faire quelque chose, mais si on ne dispose pas de moyens, ça ne sera pas si évident que ça pour déployer cette décision. Donc, vous voyez très bien qu'à travers l'ensemble de ces challenges-là, prendre une décision au sein d'une entreprise n'est pas finalement une tâche assez évidente, c'est complexe, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de challenges, et qui font que dans le contexte entrepreneurial, c'est pas si évident que ça que de prendre une décision. Donc là, je vais prendre quelques secondes pour voir s'il n'y a pas des questions, et on avance ou c'est bon? Pas de questions pour le moment, Inès, tu peux avancer. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions sur cette partie, vous pouvez les ajouter dans le chat et Inès y répondra. Donc, n'hésitez pas, hein, tout au long de la présentation, on est tout oui pour répondre à vos questions. Donc, maintenant qu'on a un peu étudié ensemble qu'est-ce qu'une décision, balayé différentes définitions, les challenges, les différents contextes, nous avons jugé utile de vous proposer un peu une approche, des approches
pour vous aider à réussir et à mieux accomplir cette tâche. Je vais céder la parole à à Oumaima, qui se chargera maintenant d'attaquer la deuxième partie de notre présentation. Merci. Maintenant, on va se poser la fameuse question, comment prendre la bonne décision. Donc, comme l'a dit Inès, on est confronté quotidiennement à prendre des décisions. Comment alors mettre toutes les chances de notre côté en tant qu'individu pour prendre la bonne décision? Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord comprendre le processus de prise de décision. Pardon, il y a eu un petit décalage, il n'y a pas de souci, un petit décalage dans la diffusion de l'image, donc continue même. D'accord, donc comprendre et répondre à la question qu'on s'est posée, nous devons tout d'abord comprendre le processus de prise de décision. Nous détaillons ici le modèle développé par Herbert Simon, qui est le modèle IMC, I pour intelligence, M pour modélisation et C pour choix. Donc, la première étape, intelligence, consiste à identifier les problèmes en analysant son environnement, c'est-à-dire ses enjeux et ses contraintes. La deuxième étape, modélisation, qui consiste à modéliser justement les solutions en fonction du problème identifié. Et la dernière étape, c'est le choix, et qui consiste à prendre la décision en choisissant parmi les solutions envisageables. Pour ce faire, nous avons à notre disposition différents outils d'aide à la décision. Certaines méthodes sont plutôt classiques et d'autres sont plus innovantes. Nous détaillerons ici les méthodes classiques, à savoir la matrice de décision. En fait, c'est une matrice multi-critères où on met plusieurs critères et on établit par la suite notre barème de pondération en fonction de l'importance de chacun de ces critères. On met nos options. Dans ce cas-là, nous avons mis 2 options. On attribue une note à chaque option pour chacun des critères identifiés. Et enfin, on recueille et on totalise les notes pour chacune des 2 options pour avoir le score global. Finalement, on choisit l'option qui a le score le plus élevé. Et dans notre cas, c'est l'option 2. Sinon, nous avons une autre méthode classique qui consiste à peser le pour et le contre. C'est une méthode très simple. Il s'agit en fait de lister l'ensemble des avantages et des inconvénients de chacune de nos options et de finalement choisir l'option qui présente le plus d'avantages. Un point d'attention ici qui consiste à dire que ces 2 méthodes se basent sur la rationalité du décideur dans un contexte d'optimisation managériale. On a aussi… Désolée, un petit décalage. Voilà. Donc, nous avons aussi d'autres méthodes classiques qui sont souvent utilisées en entreprise, à savoir les comités et le vote. Alors, qu'est-ce qu'un comité? C'est la mise en place de sessions de travail entre collaborateurs et décideurs, où chacun d'entre eux est amené à exprimer son avis, présenter des solutions. Dans ce cas, la méthode qui consiste à mettre en place des comités, la principale motivation du décideur est d'aboutir à un consensus pour que la décision soit portée par la majorité des collaborateurs. Quant au vote, c'est aussi une méthode qui permet de consulter les collaborateurs, mais sans leur donner l'occasion d'échanger sur la décision, de façon à ce que la décision prise ne permette pas forcément d'aboutir à un consensus entre les différents collaborateurs. Là, on passe à des méthodes plus innovantes. En fait, dans un contexte évolutif et de plus en plus moderne et agile, les outils d'aide à la décision sont aussi en train d'évoluer. Nous avons ici, par exemple, le design thinking, qui est une méthode innovante basée sur un processus itératif qui permet de contrer les préjugés de groupe et d'identifier la meilleure option. Donc, cette méthode s'articule autour de 5 étapes. Empathiser, définir, idéaliser, prototyper et enfin tester.
Donc, la première étape, empathiser, consiste à se mettre à la place de l'utilisateur en comprenant le problème de son point de vue. Ensuite, on définit la problématique pour trouver la solution optimale. Par la suite, on génère des idées innovantes pour résoudre les problèmes définis. La quatrième étape, prototyper, qui consiste à explorer la solution envisageable et donc percevoir les atouts, mais aussi les limites de façon concrète. Et l'étape finale, tester, qui consiste à tester et affiner davantage des solutions, identifier de nouveaux problèmes ou encore remettre en cause la solution retenue. C'est un processus itératif. Je tiens à préciser que le design thinking est un outil dynamique qui facilite le processus décisionnel et la qualité des décisions prises en permettant l'optimisation des processus de l'entreprise au juste coût, mais aussi en favorisant le travail en groupe dans un environnement positif et proactif. Au-delà du design thinking, nous avons aussi d'autres technologies innovantes qui ont émergé au cours des dernières décennies, à savoir le business intelligence qui rassemble les technologies et les compétences permettant l'analyse descriptive des données dans le but de prendre des décisions mieux informées. Parmi ces outils, nous avons les tableaux de bord et les ERP. On a aussi la data science qui est une évolution de la business intelligence et qui consiste à traiter les données pour en extraire des insights orientés dans le futur. Ces deux technologies sont très utiles en entreprise pour la prise de décision. La principale différence est que la business intelligence offre des solutions aux problèmes du présent, alors que la data science fournit des pistes à suivre pour le futur. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette partie. Je pense qu'on va leur laisser un peu de temps pour qu'ils puissent… Il y a une question par rapport au flair et l'intuition. On va y revenir dans quelques instants. Merci d'avoir un peu anticipé notre réflexion. Donc, c'est sûr que l'ensemble des outils que… Inès, pardon Inès. Oui. Donc, par rapport au flair, j'ai essayé de répondre un peu sur le chat. Donc, j'essaie de répondre à Sarah dans le chat. Donc, juste pour compléter, en fait, ces méthodes, c'est juste des exemples, des moyens pour vous aider à prendre vos décisions. Après, on peut utiliser une ou deux méthodes ou même plus. On peut aussi compléter on peut aussi se baser sur l'intuition pour prendre la décision. Après, ça dépend du type de décision à prendre. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Oui, exactement. Comme a dit Eya, là, c'est vraiment quelques outils. Il y en a pas mal d'autres. Et c'est sûr que nous allons faire référence au flair, l'intuition, le feeling aussi. Donc, qu'on le veuille ou pas, on peut, en tant que responsable, se baser sur des méthodes rationnelles qui vont nécessiter la recherche d'un certain nombre d'informations, de disposer d'une base cognitive assez développée également pour être en mesure de jongler avec les données, faire des analyses comparatives, utiliser des outils, tout ça pour nous aider, nous faciliter la tâche. Il n'y a pas une méthode mieux qu'une autre, il n'y a pas une approche plus complète qu'une autre. Donc, c'est vraiment quelques outils. Vous allez certainement faire peut-être une recherche par vous-même et constater qu'on a pas mal d'autres outils. Nous n'aurons pas l'occasion de les balayer tout ensemble aujourd'hui, mais c'est vrai que l'intuition peut être prise en compte et pourra être considérée lorsqu'on est amené à prendre des décisions. Donc, pour conclure cette partie-là, donc malheureusement, il y a toujours voilà. Nous avons jugé utile de vous proposer un ensemble de bonnes pratiques en matière de prise de décision. C'est vraiment pour vous aider, pour vous faciliter la tâche.
on est bien consciente que prendre une décision n'est pas si évident que ça. Ça peut être même être complexe, très déstabilisant, très challengeant, etc. Donc, au niveau de ce slide, on a essayé vraiment de faire ressortir les idées clés, donc les choses qu'on vous conseille à faire et les choses qu'on vous invite à éviter pour faciliter au plus votre processus décisionnel. Donc, faites-vous confiance. Effectivement, faites confiance à votre instinct, à votre flair, faites attention à votre intuition. L'être humain, il a tendance à être rationnel, à vouloir être très binaire, vrai, faux, go ou pas go, mais parfois, comme l'a si bien suggéré une des participantes, il faut faire confiance à notre instinct et il faut ne pas hésiter à consulter notre intuition. Également, nous vous invitons à toujours demander des conseils et des feedbacks, surtout auprès de personnes qui ne sont pas directement impliquées par la décision, parce qu'elles auront peut-être des points de vue, elles vont aborder la problématique autrement et pourront également vous proposer des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé, vous, tellement pris par la décision, tellement hypnotisé par la décision et le contexte particulier dans lequel vous êtes amené à évoluer. Gardez également toujours l'esprit ouvert, donc il faut frapper à toutes les portes, chercher toutes les informations, rester souple, se dire que je ne détiens pas la vérité, c'est peut-être pas la bonne solution. Aussi, et ça peut, la solution peut-être qui sera retenue n'est pas celle à laquelle vous avez pensé au début, ou c'est peut-être pas une solution idéale. Donc, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc on peut revoir nos orientations, nos décisions. N'hésitez pas également à vous mémoriser vos anciennes expériences. Vous avez un vécu, vous avez un background. Essayez de vous rappeler si vous avez déjà fait vécu ce genre de situation. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre une décision semblable? Dans quel contexte? Quelles sont les différences? Quelles sont les similarités? Tout ça, ça sert. Donc, un être humain, c'est un ensemble d'expériences. Et n'hésitez pas à consulter vos expériences antérieures. En gros, c'est ces 4 principaux conseils qu'on se propose de vous suggérer pour vous vraiment aider à prendre la décision dans les meilleures conditions. Il y a certaines pratiques selon notre point de vue, bien sûr, on vous conseille vivement d'éviter. C'est sûr que dans une entreprise, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, que vous serez amené à prendre des choix. Et donc, votre principale motivation dans votre prise de décision, c'est de faire en sorte que l'intérêt de l'entreprise, c'est l'intérêt qui prime de l'entreprise et non pas de certains collaborateurs ou de certaines personnes à qui vous aimeriez plaire. Donc, ne laissez pas également vos émotions, vos préjugés, vos idées reçues personnelles décider de votre chemin et influencer peut-être négativement la décision. Sachez que parfois, il faut prendre le temps pour prendre une bonne décision. Donc, sachez que les bonnes décisions, c'est généralement des décisions réfléchies suite à une recherche assez complète d'informations qui va vous permettre également de balayer toutes les solutions pour ne pas passer à côté de la solution qui colle le mieux à votre problème à résoudre. Un conseil, ne jamais laisser traîner des décisions. Si vous êtes capable de trancher aujourd'hui, de passer à l'action aujourd'hui, autant le faire. Vous ne pouvez pas vous permettre de reporter, échelonner sans fin des décisions parce que parfois ne pas prendre des décisions, être dans la passivité peut avoir des conséquences très négatives sur la survie de votre entreprise, de votre business ou de l'intérêt général au sein de votre entreprise.
Donc, par ça, on a essayé de vraiment pointer best practice et les bonnes pratiques et essayer, dans la mesure du possible, d'éviter un peu les mauvaises habitudes, si on peut les qualifier ainsi, qu'on aura tendance parfois à utiliser lorsqu'on est amené à prendre des décisions. Donc, c'est bon, tu gères de ton côté les questions? Oui, pas de questions pour le moment. D'accord. Okay. Donc, avec ça, nous avons clôturé la deuxième partie de notre présentation. Nous allons maintenant prendre le temps d'écouter vos interventions, nous parler de vos expériences, de votre vécu. Avant, j'aimerais conclure avec la citation de Steve Jobs. Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. Donc ici, en fait, décider de ne pas entreprendre une action, décider de ne pas, je vous donne un exemple, partir à l'étranger, s'internationaliser et se dire que bon, maintenant c'est risqué, c'est pas le bon moment. On n'est pas assez outillé, on n'a pas les reins solides financièrement parlant, ça serait très risqué et ça mettrait en danger le business local. Donc, le fait de décider de ne pas s'internationaliser, c'est une décision aussi importante que lorsqu'on décide de passer à l'action. Parce qu'en fait, une décision mal réfléchi, mal justifié, mal argumenté, mal documenté peut présenter des risques beaucoup plus importants que de ne pas avoir le go pour aller sur un marché étranger. Donc, voilà. Ne pas prendre une décision, ne pas prendre une décision, en fait, c'est une décision en soi. Donc, maintenant, nous attaquons la troisième partie et la dernière partie de cette session. Nous serons ravis, toutes les trois, à vraiment partager avec vous, avoir vos retours sur votre expérience en tant que femme, une dirigeante. Trouvez-vous qu'il y a des spécificités à la prise de décision pour les femmes? Pourquoi? Dans quel contexte? Donc, on est tout oui et on vous laisse quelques secondes pour un peu avoir vos retours. Pensez-vous qu'il y a des spécificités propres aux femmes lorsqu'elles sont amenées à prendre des décisions? En attendant vos retours, je me permets de partager avec vous mon expérience à moi. Et donc, en fait, je suis une femme tunisienne. J'endosse plusieurs casquettes. Je suis une épouse, je suis une maman de 2 petites filles. J'ai été pendant plus de 15 ans enseignante universitaire et en ce moment, je me consacre totalement au conseil. Donc, tout au long de ce parcours-là, j'ai été amenée à prendre des décisions et je ne vous cache pas que la décision la plus importante que j'ai eu à prendre en tant que femme professionnelle, active, ça a été de basculer dans le monde du conseil à 100% ou rester toujours à temps plein au niveau de ma carrière d'enseignante et de chercheur universitaire. Cette décision a été très difficile pour moi parce que j'avais peur de sacrifier l'éducation de mes filles, de ne plus être disponible. On sait toutes que le monde du conseil, c'est un monde très prenant, avec des engagements professionnels très présents. Et je me suis dit, est-ce que décider de basculer en mode consultante ne risquerait pas de compromettre l'éducation de mes filles? Je ne serais plus une aussi bonne maman, disponible pour faire le ramassage, les accompagner à faire leurs devoirs, préparer le goûter à temps, etc. Donc, vraiment, en tant que femme, ça a été une décision très importante, très difficile et que je pense que mon mari n'a pas eu à prendre parce que pour lui,
oui, j'avais ma carrière, mais j'étais aussi maman. Bon, il était également le papa. Et donc, vraiment, ça a été une décision cruciale, pas du tout facile à prendre. Et donc, du coup, là, c'est vraiment un exemple qui vous montre qu'en tant que femme, vu la nature biologique aussi des femmes, fait qu'on est aussi des mamans et on aimerait être de bonnes mamans. Donc, du coup, faire des choix, c'est pas si évident que ça. Je ne sais pas si on a eu le temps d'avoir des remarques et des réflexions, des partages. Moi, je dirais, et j'invite peut-être notre audience à peut-être partager avec nous leurs idées par rapport à si, en tant que femme active, elles pensent avoir quelques peut-être forces ou quelques spécificités qui leur permettent de prendre peut-être de meilleures décisions. Je pense à l'intuition, je pense aussi à la sensibilité féminine qui peut justement permettre peut-être de prendre une décision beaucoup plus bienveillante. Donc, j'invite tout le monde à partager peut-être leur expérience ou leur point de vue par rapport à ça. En fait. Voilà. Alors justement, on a Sal qui a partagé son expérience, Inès, donc je te laisse. Oui, je suis en train de lire son intervention. Excellent, Sarah. Merci d'avoir partagé avec nous tes débuts dans le monde de l'entreprise. C'est sûr que, comme tu l'as si bien dit, je ne sais pas pourquoi, on a plus de challenges parfois, mais étant femme avec, disons, une prédisposition à aider, à accompagner, à faire impliquer les autres, nous donne quelques avantages. Moi, je trouve qu'être femme, avoir la possibilité de décider, avoir cette sensibilité féminine, comme l'a dit Eya, ne peut que vraiment nous donner plus d'avantages. Et on est toutes conscientes que en ce moment on a un double challenge, donc toujours être aussi bienveillante, aussi éclairée, être soucieuse de l'intérêt de nos collaborateurs. Tout ça va peut-être également faire en sorte qu'en tant que femme, on arrivera plus facilement parfois à avoir un consensus, et qui dit consensus, faire en sorte que nos collaborateurs seraient convaincus de la décision et vont la porter, la défendre avec nous. Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec mon point de vue. C'est sûr qu'en tant que femme, on a plus de challenges, mais on est habitué à relever des défis, à faire face à on est multitâche aussi, donc on est capable de faire plusieurs choses à la fois, de donner satisfaction à plusieurs sollicitations à la fois, et je pense que c'est un atout pour nous, et ça ne peut être qu'à notre faveur que d'être femme dans le monde décisionnel. Emira Aminiata vient de nous rejoindre. Bonjour. Donc, voilà, on était en train de solliciter les participantes à nous donner leur feedback. Pense-t-elle qu'il y a des spécificités aux femmes en tant que chef d'entreprise amenées à décider ou pas forcément. Donc, nous vous invitons à partager avec nous vos retours d'expérience. N'hésitez pas aussi à poser des questions sur les notions précédemment exposées. On est tout oui pour répondre à vos questions, et il nous reste un bon 5 minutes, donc n'hésitez pas.
Sinon, si on aurait à résumer en un seul mot ce que vous allez retenir de ce webinaire, serait quoi pour vous, mesdames? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet échange? Inès, en fait, on a un partage de Mariam par rapport à… Oui, je viens de voir de Mariam. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mariam. En fait, depuis notre jeune âge, en tant qu'enfant, nous avons des prédispositions. D'ailleurs, on fait attention et on observe quelques enfants dans une maternelle, vous allez voir que vous avez un peu les leaders, ceux qui sont toujours volontaires, qui sont prédisposés à se lancer, à prendre plus ou moins, à trancher pour les camarades, à proposer des réponses, etc. Je suis tout à fait d'accord que c'est une prédisposition chez l'être humain et ça serait bien qu'on la cultive dès notre jeune âge, qu'on pousse les enfants à se lancer, à prendre des risques, à réduire je dirais, manque de confiance, prendre le risque de se lancer. Et donc, tout à fait d'accord que dans la société de nos jours, dans la société tunisienne, on a été tout le temps et pas tout le temps, heureusement que les mentalités changent. La femme est toujours relayée à la deuxième position. Donc, la décision revient au chef de famille qui est l'homme, mais heureusement que les mentalités évoluent, que les idées changent et c'est sûr qu'il faut cultiver cette graine, comme l'a si bien dit Mariam, pour pousser nos enfants dès leur jeune âge à se lancer, à prendre des décisions, à se mouiller, à se positionner, à trancher, à avoir des positions claires. Il y a ça là qui dit les nouveaux outils de prise de décision. Vous voulez qu'on revoie ça? Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous? Ah, est-ce que vous retenez en un seul mot? Oui. Donc, je vois un peu. Donc, les nouveaux outils de prise de décision, exactement. Ça, c'est aujourd'hui. Il faut juste savoir que le gestionnaire dispose de pas mal d'outils qui peuvent l'aider dans sa prise de décision. Encore une fois, il n'y a pas la bonne approche, il n'y a pas le meilleur outil. À chaque situation, on peut avoir un outil qui est le plus approprié qu'un autre. Inès, juste moi, je voudrais répondre à Aminata, si c'est possible. Oui, vas-y. Qui a dit « J'ai énormément de difficultés dans mes prises de décision. Donc, tantôt je décide, tantôt j'annule. Je pense qu'en fait, parce que moi aussi, je suis un peu pareil, je suis hésitante, une personne assez hésitante. Je pense l'idée, la bonne pratique est de se dire qu'on ne prendra peut-être pas là, mais il n'y a pas de meilleure décision, en fait, parce qu'il y a toujours cette part d'incertitude de si jamais on avait pris l'autre décision ou l'autre alternative. Donc, l'idée, c'est de se concentrer, une fois qu'on prend une décision, d'essayer d'assumer cette décision et de faire en sorte de mettre tout ce qu'on peut, de faire tout ce qu'on peut pour to make it right. Donc, l'idée, c'est justement de faire en sorte que même si c'est peut-être pas la meilleure décision, on essaye de l'implémenter et de faire notre possible pour que ça soit efficace. Donc, voilà. Et si je peux compléter à ton intervention, Aminata, il faut savoir que parfois, lorsqu'on prend une décision, comme a dit, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'elle soit la bonne décision, pour qu'on puisse l'implémenter, qu'on va jusqu'au bout de notre réflexion, mais c'est aussi lorsqu'on se trompe, qu'on apprend, et donc il ne faut pas hésiter à apprendre de nos erreurs, se lancer et se dire, bon, cette fois-ci, ça n'a pas marché, pourquoi? Essayer d'identifier des raisons
de ce manque de réussite, de cet échec dans certains cas. Et surtout, ce qui est très important, c'est d'apprendre de cet échec-là pour que les décisions futures puissent mieux réfléchir et nul n'est… il n'y a aucune personne qui n'a pas commis d'erreur pendant son cursus en tant que décideur, femme, épouse, maman. À tous les moments de notre vie, on a dû prendre des décisions. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Mais ce qui est très important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là pour éviter qu'elles se reproduisent et mettre toutes les chances de notre côté pour que les décisions futures puissent se faire de la façon la plus raisonnable possible. Il nous reste encore quelques petites minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Profitez tant qu'on est là, à votre disposition. Donc, comme je disais, si vous aurez à placer un mot pour synthétiser cette session dans le chat, quelle est l'idée la plus marquante tout au long de cette session? Quelle idée vous allez conserver une fois qu'on sera parti donc de cet échange? Si vous avez à résumer notre intervention en un seul mot. Bon. Je pense que c'était tellement clair que peut-être qu'il n'y a pas eu d'interrogation auprès de vous. On est ravis de toutes les manières d'avoir partagé avec vous cette session. Très contente aussi d'être accompagnée par Umaima et Eya. Exactement, Mariam, je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir confiance en soi, oser aussi, avoir le droit à l'erreur et foncer. Hein. C'est sûr que les gens qui seront freinés par la peur, ils seront les moins outillés à avancer et à oser dans l'avenir. Hein. Donc, c'est sûr que on est tous amenés à prendre des décisions. Certaines sont bonnes, d'autres moins bonnes. Et heureusement qu'on apprend tous les jours pour avancer solidement et sereinement. Donc, merci, mesdames. Merci de votre présence. Merci à Eya, merci à Umaima. Et encore une fois, très ravie d'avoir eu l'opportunité d'animer cette session avec Eya et Umaima encore une fois. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt, peut-être lors d'une prochaine session. On sera là aussi cet après-midi pour une session en anglais, donc pour celles qui n'ont pas pu assister à toute la session, n'hésitez pas à nous rejoindre. Au revoir, mesdames. À très bientôt. Portez-vous bien.